Les perceptions culturelles de la fidélité varient à travers le monde, mais un pays possède des traditions particulièrement fascinantes. Aujourd'hui, nous explorerons le Canada, l'un des endroits les plus époustouflants, mais aussi les plus rudes et mystérieux de la planète. Parmi ces nombreuses curiosités, on trouve une ancienne coutume inuite selon laquelle un hôte offrait sa femme à un invité en signe d'hospitalité. Parallèlement, le Canada abrite des communautés très différentes comme les Amish, l'une des sociétés les plus singulières au monde. Les Amish vivent sans électricité, évitent Internet et suivent des traditions strictes, notamment le Rumspringa, une période où les jeunes peuvent découvrir le monde extérieur avant de décider de rester ou non dans leur communauté. Restez à l'écoute pour découvrir d'autres aspects fascinants de ces cultures canadiennes contrastées. Un pays qui possède la seule piste d'atterrissage conçue pour les ovnis, qui maintient une loi autorisant le paiement d'impôts en échange de pattes de phoque et qui connaît des réalités étonnantes comme la conservation des corps dans des garages ou des sous-sols jusqu'à l'arrivée de l'été afin de pouvoir les enterrer. Le Canada, bien que beaucoup de gens l'ignorent, est le deuxième plus grand pays du monde en termes de superficie et possède une riche diversité naturelle et culturelle, ce qui le distingue comme l'un des joyaux les plus impressionnants du continent américain. Situé à l'extrême nord de l'Amérique du Nord, le Canada partage sa frontière sud avec les États-Unis et s'étend jusqu'à l'Arctique au nord. Il offre un paysage diversifié composé de montagnes imposantes, de vastes prairies, de rivières tumultueuses et d'immenses forêts d'omisres boréales. Réputé pour sa beauté naturelle à couper le souffle, sa faune abondante et son riche patrimoine autochtone, le Canada façonne son histoire et sa culture, à la fois par ses habitants et son environnement. De la métropole animée de Toronto aux villages inuits isolés du Grand Nord, le Canada offre un contraste saisissant entre modernité et tradition. Son vaste réseau de parcs nationaux et d'airtons protégés préserve sa remarquable biodiversité. Le climat du pays est très variable avec des hivers particulièrement rigoureux. Les températures dans les régions nordiques descendent souvent en dessous de moins 30 degrés Celsius, ce qui en fait l'un des endroits habités les plus froids de la planète. Par conséquent, le Canada compte certains des endroits les plus froids au monde où la glace est si épaisse qu'elle ne fond jamais, ce qui entraîne des réalités surprenantes comme celle des habitants de certaines régions nordiques du Canada qui doivent entreposer leurs défunts dans des garages et des caves pendant l'hiver, faute de pouvoir creuser des tombes pour les enterrer. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet et d'autres faits incroyables plus tard, mais avant tout, il était bon de savoir qu'en hiver, tout l'hémisphère nord du pays gèle, ce qui explique pourquoi certaines des températures les plus froides de l'histoire ont été enregistrées ici, dépassant les moins 63 degrés Celsius. Au Canada, en revanche, les étés sont courts mais agréables. Dans les provinces du sud, comme l'Ontario et la Colombie-Britannique, les températures dépassent souvent les 30 degrés Celsius, offrant un contraste saisissant avec le climat nordique glacial. Le nom du pays vient du mot iroquois « Kanata » qui signifie « établissement ». Les colons européens ont adopté ce terme lorsqu'ils ont établi des communautés sur ce vaste territoire, et il est finalement devenu le nom officiel du pays lorsque le Canada a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1867. Le Canada est bien desservi par les airs, la mer et la terre grâce à d'importantes plateformes internationales comme l'aéroport international Pearson de Toronto et l'aéroport international de Vancouver, qui accueillent des voyageurs du monde entier. Sa grande diversité géographique et culturelle en fait une destination attrayante pour les aventuriers, les amoureux de la nature et ceux qui souhaitent explorer une terre au contraste saisissant. Le Canada a une superficie d'environ 10 millions de kilomètres carrés, suffisamment grande pour accueillir plusieurs grands pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil et le Mexique réunis. Cela fait du Canada le deuxième plus grand pays de la planète derrière la Russie. Malgré sa taille énorme, sa population estimée n'est que de 38 millions d'habitants, ce qui en fait l'une des densités de population les plus faibles au monde. Lorsqu'on considère la population du Canada, il est intéressant de s'intéresser aux Amish, l'une des communautés connaissant la croissance la plus rapide au pays aujourd'hui, reconnue pour ses croyances profondément ancrées et son mode de vie unique. Le mouvement Amish est né en Europe au XVIIe siècle.
Il s'agissait d'un groupe religieux cherchant un retour à la simplicité et à la foi, se distanciant des pratiques de l'Église établie. La vie amish est guidée par un ensemble de règles strictes, l'ordnung, qui dicte le comportement au sein de la communauté. Ancrées dans les principes bibliques, notamment ceux du Nouveau Testament, ces directives insistent sur la séparation entre les traditions religieuses et laïques. Partisans du pacifisme, les Amish gèrent les questions juridiques en interne, réglant les différends par leurs propres tribunaux et ignorant largement les systèmes juridiques des pays où ils résident. Cette autonomie, libre de toute gouvernance externe, est l'un des nombreux facteurs qui rendent leur société si distincte. Au fil du temps, de nombreux Amish ont émigré d'Europe vers l'Amérique du Nord, où ils ont trouvé un environnement plus propice à leurs croyances. Aujourd'hui, cette communauté est connue pour son mode de vie traditionnel, illustré par des films comme Witness et The Woods, qui dépeignent la réalité d'une société très éloignée de celle des Amish. Il y a plusieurs décennies, les Samish ont commencé à s'installer au Canada, principalement en Ontario, où leur communauté a connu une croissance rapide. L'un des aspects les plus fascinants de la vie Amish est leur strict isolement de la société moderne. Ils rejettent l'électricité et les technologies modernes, ce qui signifie qu'ils n'utilisent ni Internet ni les réseaux sociaux. Ce mode de vie favorise un mode de vie soudé et communautaire où la simplicité prime sur tout. Plutôt que de dépendre de la technologie, les Amish maintiennent leur autonomie grâce à des pratiques agricoles et ménagères traditionnelles. Cependant, tous les aspects de la vie Amish ne sont pas restrictifs. Les jeunes ont l'occasion de découvrir le monde extérieur pendant le Rumspringa, une période où ils peuvent explorer la vie moderne avant de décider de s'engager pleinement dans leur communauté et leur foi. Le Rumspringa est une période de l'adolescence des jeunes Amish, généralement entre 16 et 20 ans, durant laquelle ils sont autorisés à explorer le monde extérieur. Cette période est considérée comme une phase de liberté, durant laquelle les jeunes peuvent s'immerger dans la vie moderne, notamment en utilisant la technologie, en socialisant avec des non-Amish et en prenant des décisions pour leur avenir. L'objectif de Rumspringa est de permettre aux jeunes d'évaluer s'ils souhaitent rejoindre l'église Amish et vivre selon ses principes. À la fin de cette période, beaucoup choisissant de se faire baptiser et de s'engager dans la vie Amish, même si certains choisissent de ne pas retourner dans la communauté. Une curiosité fascinante à propos de Rumspringa est que si un Amish décide de renoncer à sa communauté, il rompt tout lien avec ceux qui restent au village et perd même tout contact avec sa famille. Ceux qui quittent la communauté Amish regrettent-ils parfois leur décision? La réponse était que les anciens membres, souvent appelés Unamish, ont le droit de demander une seconde chance de réintégrer la communauté. Cependant, leur retour n'est pas garanti. Il appartient aux anciens du village de décider s'ils peuvent être réintégrés et accueillis à nouveau au sein de la communauté. Le même processus s'applique lorsqu'un Amish enfreint une règle fondamentale, comme celle de maintenir la pureté avant le mariage. Enfreindre ces règles peut entraîner une expulsion définitive. Les expériences de Rumspringa, Zetatara, varient considérablement, suscitant la curiosité tant au sein du monde Amish qu'à l'extérieur. Pourtant, malgré leur exposition à la vie moderne, les statistiques révèlent que plus de 90% des jeunes Amish choisissent finalement de retourner dans leur communauté après leur période Rumspringa. Un autre fait intéressant concernant les Samish concerne leur première relation intime, connue sous le nom de tradition du bundling. Le bundling est une pratique qui consiste pour un jeune couple à passer la nuit ensemble. Dans les communautés Amish plus conservatrices, une forme de cour est encore pratiquée. Il s'agit d'envelopper deux jeunes dans un lit et de les faire passer la nuit ensemble, habillés et sans pouvoir se toucher. Souvent, une barrière comme une couverture, un coussin ou même une planche de bois était placée pour empêcher tout contact physique direct. Cette tradition permettait aux couples de faire connaissance dans un cadre structuré, souvent au domicile d'un parent, avec les membres de la famille à proximité. Elle constituait une forme de séduction qui défendait les valeurs amish de modestie, garantissant que les hommes et les femmes restent vierges jusqu'au mariage, un principe profondément ancré dans leurs croyances religieuses et culturelles. Chez les Amish, la virginité revêt une grande importance et est étroitement liée à leur foi et à leurs traditions. Par conséquent, des coutumes comme le bundling ainsi que d'autres règles strictes sont respectées pour préserver ces valeurs.
Au-delà des communautés amish, le Canada est un vaste pays dont la densité de population était l'une des plus faibles au monde. Cela permet la conservation d'écosystèmes vastes et diversifiés, faisant du Canada une véritable merveille d'origine naturelle, avec des paysages allant des forêts tropicales luxuriantes du Pacifique aux toundras glacées de l'Arctique. L'île Polar Bear, à Churchill, au Manitoba, est l'une de ces merveilles sauvages du Canada. Cet endroit est célèbre pour l'observation des ours polaires en automne, attirant des visiteurs du monde entier désireux d'observer ces animaux majestueux dans leur habitat naturel. Le Canada abrite la plus grande population d'ours sauvages, avec environ 15 000 des 25 000 ours polaires de la planète vivant sur son territoire, ainsi que d'importantes populations d'ours noirs comme le grizzly et le kermot. S'il existe un endroit où l'on peut facilement observer ces créatures majestueuses, c'est bien Churchill, souvent surnommée la capitale mondiale de l'ours polaire. La baie de Fundy, autre merveille naturelle remarquable du Canada, abrite les plus hautes marées de la planète, une démonstration impressionnante de la puissance et de la beauté de la nature. Les paysages canadiens regorgent de surprises, notamment le désert de Carcross au Yukon, souvent considéré comme le plus petit désert du monde, qui ajoute un contraste inattendu à la diversité du relief du pays. Plus étonnant encore, le Canada compte plus de lacs que le reste du monde réuni, environ 3 millions au total, contenant près de 20% des réserves d'eau et d'eau douce de la planète. Parmi eux, le Grand Lac de l'Ours se distingue comme l'un des plus grands et des plus profonds, véritable témoignage de l'immense richesse naturelle du Canada. La géographie vaste et diversifiée du Canada comprend également le plus long littoral du monde, avec un total de plus de 200 000 km qu'il faudrait environ 4 ans pour parcourir à pied. La biodiversité et la nature sauvage de ce vaste pays, combinées au fait qu'environ 90% de la superficie du Canada est complètement inhabitée, aident non seulement la nature à prospérer, offrant des paysages époustouflants et vierges, faisant de ce pays une destination idéale pour les amoureux de la nature et de l'aventure, mais aussi un lieu avec des traditions et des réalités uniques, comme celles des sociétés esquimaudes comme les Inuits. Les communautés autochtones de l'Arctique canadien ont toujours été appelées Esquimaux, un terme largement répandu, mais de plus en plus perçu comme désuet et insensible. Ce mot proviendrait du terme algonquin, Itatam Amai, qui signifie mangeur de viande crue. Cependant, comme il a déjà été imposé par les colonisateurs et comporte des connotations négatives, de nombreux groupes autochtones préfèrent ne pas l'utiliser. Pour se réapproprier leur identité et promouvoir une terminologie respectueuse, la plupart de ces communautés, notamment au Canada et au Groenland, s'identifient désormais comme Inuits. Ce terme, qui signifie peuple ou vrai peuple dans leur langue maternelle, est considéré comme une façon plus précise et culturellement appropriée de désigner leur riche patrimoine et leurs traditions. C'est un fait surprenant, car même si nous considérons tous les Inuits comme des habitants de régions comme l'Alaska ou le Canada, en réalité, vous qui regardez cette vidéo et moi qui la réalise, sommes tous Inuits. La culture inuite fait partie intégrante de l'identité du Canada, ce qui la rend unique et reconnaissable dans le monde entier. Leurs traditions et leurs croyances se transmettent de génération en génération au fil des siècles. Les Inuits, peuples autochtones de l'Arctique, ont développé un lien profond avec la terre et l'environnement, ainsi qu'un ensemble de croyances et de pratiques spirituelles qui façonnent leur mode de vie. L'une des croyances fondamentales des Inuits est que tous les êtres vivants sont interconnectés et dépendent les uns des autres pour leur survie. Ce profond respect de la nature se reflète dans leur gestion rigoureuse des ressources naturelles, veillant à ne pas surexploiter l'environnement. La chasse et la pêche ne sont pas seulement des moyens de survie pour les Inuits, elles sont au cœur de leur identité culturelle et de leur tradition, leur permettant de prospérer dans l'un des climats les plus extrêmes de la planète. Le caribou, l'ours polaire, le phoque et d'autres animaux sauvages fournissent nourriture, fourrure et matériaux essentiels à la vie dans l'Arctique. Pour se déplacer sur ce terrain accidenté, les Inuits et d'autres groupes autochtones du Canada comptent depuis longtemps sur les chiens de traîneau, qui jouent un rôle essentiel tant pour la chasse que pour le transport. Ces chiens occupent une place importante dans la culture et l'histoire canadienne depuis des siècles. À l'époque de la ruée vers l'or, les chiens de traîneau jouaient un rôle crucial dans le transport des fournitures et la livraison du courrier dans les régions les plus reculées du pays.
Aujourd'hui, ces chiens font toujours partie intégrante de la vie au Canada. Si vous visitez le pays, vous pourrez profiter de promenades en traîneau tirées par ces animaux incroyables. Les chiens de traîneau comprennent plusieurs races, le Huskies de Sibérie étant l'une des plus courantes. Ces Huskies partagent des traits physiques similaires à ceux des loups, tous deux descendants d'ancêtres communs. De plus, leur esprit d'équipe et leur loyauté en font de précieux compagnons pour les chiens de traîneau, capables de parcourir de longues distances sur des terrains difficiles. Ces Huskies de Sibérie sont presque aussi importants pour la culture canadienne que ses habitants. La spiritualité est profondément ancrée dans la vie des Inuits, le chamanisme jouant un rôle central dans leurs croyances. Leur pratique spirituelle se concentre aussi sur la connexion avec les esprits de la nature et le monde invisible, recherchant guidance et protection par le biais de rituels tels que le tambour et la danse. Ces cérémonies sont un élément essentiel de la tradition inuite, contribuant à maintenir l'harmonie entre les humains, la nature et le monde spirituel. L'un des aspects les plus inattendus de l'hospitalité inuite, du moins pour les étrangers, réside dans leurs coutumes uniques d'accueil. Autrefois, il n'était pas rare qu'un visiteur soit invité chez un Inuit, où l'hôte pouvait offrir sa femme en signe de générosité et de bienveillance. Bien que cette pratique ait largement disparu, à l'époque moderne, les récits historiques suggèrent que refuser une telle hospitalité pouvait être considéré comme profondément offensant, entraînant parfois des tensions entre les invités et leurs hôtes inuits. D'après divers ouvrages consacrés à ces groupes ethniques, à l'arrivée chez une famille esquimaude, le propriétaire pouvait offrir sa propre femme au nouveau venu pour la nuit. Si le visiteur refuse, cela est considéré comme une offense passible de la peine de mort. Étonnamment mais vrai, c'est un fait. Cette démonstration inhabituelle d'hospitalité envers les visiteurs est offerte à tous, car les Inuits la considèrent peut-être comme un privilège. Ils offrent leur épouse, mais ce sont généralement eux qui décident s'ils en veulent une ou non. Les femmes Inuits sont très respectées pour leur éthique du travail et leur contribution à leur communauté. Cependant, certains aspects des coutumes Inuits, notamment celles qui touchent aux relations, peuvent paraître non conventionnelles aux yeux des étrangers. Historiquement, certaines pratiques étaient donc censées contribuer au maintien de la diversité génétique au sein de petits groupes isolés, assurant ainsi la survie de leur peuple. Outre leur hospitalité bien documentée, certaines communautés inuites pratiquaient traditionnellement des échanges rituels de partenaires. Ces pratiques n'étaient pas anodines, mais souvent pratiquées à des fins spirituelles avec le savoir et les conseils du chaman de la communauté, connu sous le nom d'Anjekok. L'Anjekok joue un rôle essentiel dans la société inuite, servant de pont entre le monde des humains et celui des esprits. Ces chefs spirituels possèdent la capacité de communiquer avec les esprits, de mener des cérémonies de guérison, de prédire l'avenir et d'offrir protection à leur peuple. Ils sont respectés et appréciés pour leur sagesse et leur connaissance des mystères du monde spirituel. NTO, de l'Anjekok, leur chaman. Les chamans sont essentiels à la vie des Inuits, car l'Arctique est un lieu rempli de mystères. De nombreuses légendes inuites fascinent les explorateurs et les aventuriers depuis des siècles. Une tradition mythique explique l'origine du monde, la création des animaux et d'autres aspects de la vie dans l'Arctique. Revenant aux fascinantes traditions des Amish, l'un des groupes ethniques les plus distinctifs de la région, leur apparence et leur mode de vie les rendent immédiatement reconnaissables. Les femmes Amish en particulier sont réputées pour leurs vêtements modestes et traditionnels qui les distinguent des tendances de la mode moderne. Leur tenue vestimentaire se compose généralement de longues robes à manches longues, de couleurs sombres et unies, évitant les motifs et ornements voyants. Elles portent également les cheveux longs, toujours recouverts d'un bonnet ou d'un foulard, symbole d'humilité et d'adhésion aux valeurs religieuses et familiales. De plus, les femmes Amish ne portent pas de bijoux, considérés comme un signe de vanité, contraire à leur conviction de simplicité et de modestie. Une autre particularité des femmes de cette communauté est qu'elles doivent se couvrir la tête d'une sorte de casquette, et n'ont pas le droit de se couper les cheveux. Les hommes Amish, quant à eux, s'habillent de manière tout aussi traditionnelle. Leur tenue comprend généralement un pantalon sombre, une chemise à manches longues et un chapeau à large bord, symbole de leur identité culturelle.
La barbe amish revêt une signification unique et symbolique au sein de leur communauté. Un homme rasé de près est généralement célibataire, tandis qu'un homme barbu est marié. La plupart des hommes amish ne commencent à se laisser pousser la barbe qu'après le baptême, car cela marque une étape importante de leur cheminement spirituel. Un autre aspect distinctif de la tenue amish est l'absence de boutons. De nombreuses communautés amish considèrent les boutons comme des symboles de militarisme et d'influence moderne. Elles ferment donc leurs vêtements à l'aide de crochets et d'œillets. Les femmes amish suivent également un code vestimentaire strict et adhèrent au rôle traditionnel de genre. Elles sont censées obéir à leur père avant le mariage et à leur mari après, reflétant ainsi les valeurs profondément ancrées de la communauté en matière de famille et de hiérarchie. La quasi-totalité des restrictions vestimentaires et comportementales des Samish sont profondément liées à leurs croyances religieuses fondées sur une interprétation conservatrice de la Bible. Ces croyances les incitent à vivre une vie d'humilité, de modestie et de distanciation par rapport au monde moderne, souvent associé au mal. La communauté Amish met l'accent sur l'importance de vivre selon les enseignements de Jésus-Christ, ce qui se traduit par des pratiques qui renforcent l'obéissance et le respect dans les relations familiales. Cette perspective religieuse favorise également une identité collective qui s'exprime dans leurs tenues et leurs coutumes. Par exemple, l'interdiction du port de bijoux et le choix de vêtements simples sont perçus comme des moyens d'éviter la vanité et le matérialisme, éléments qu'ils jugent préjudiciables à leur spiritualité. Le dévouement à la vie communautaire et l'autosuffisance sont au cœur de la foi amish, façonnant un mode de vie qui évite délibérément la technologie moderne et les influences extérieures. Leurs vêtements et leurs normes comportementales sont plus que de simples traditions. Ils sont l'expression tangible de leur dévotion religieuse et de leur engagement à vivre en accord avec leurs croyances. A l'inverse, les Inuits suivent des coutumes et des traditions très différentes, qui peuvent paraître tout aussi fascinantes et surprenantes. Cependant, l'une des pratiques historiques les plus insolites au Canada est peut-être la loi qui autorisait autrefois les gens à payer leurs impôts avec des pattes de phoque. À Terre-Neuve et Labrador, à l'extrême est du Canada, se trouve cette tradition insolite qui allie histoire, culture et un lien profond avec l'environnement arctique. La loi des pattes de phoque. Terre-Neuve et Labrador, connue pour son patrimoine maritime et sa proximité avec les eaux froides de l'Atlantique Nord, a vu cette tradition prospérer grâce à son climat rigoureux et à sa géographie difficile. Historiquement, à Terre-Neuve, la chasse aux phoques était essentielle à la subsistance et à l'économie locale. C'est ainsi qu'est née une loi particulière qui autorisait le paiement des impôts avec des pattes de phoque. Cette loi reflète non seulement l'importance historique de l'industrie de la chasse aux phoques dans la région, mais aussi l'adaptabilité et la résilience de ses habitants face aux conditions difficiles de l'Arctique. Au-delà de la loi particulière de la patte de phoque, le traîneau tiré par des huskies, aussi appelé traîneau à chien, demeure une tradition importante au Canada, particulièrement à Terre-Neuve. Plus qu'une simple activité récréative, cette pratique a de profondes racines historiques et économiques qui remontent à des siècles. Pendant des générations, les chiens de traîneau, notamment les huskies de Sibérie et les malamutes d'Alaska, ont joué un rôle crucial dans le transport, permettant aux gens de se déplacer sur les terrains accidentés et enneigés du Canada, là où d'autres méthodes étaient impraticables. Aujourd'hui, le traîneau tiré par des huskies demeure à la fois un patrimoine culturel et un sport populaire à Terre-Neuve et Labrador, attirant des visiteurs du monde entier désireux de vivre l'excitation, de glisser à travers des paysages enneigés à couper le souffle, accompagné d'une équipe de chiens entraînés avec expertise. De plus, cette pratique demeure un témoignage vivant du lien profond qui unit les Canadiens à leur environnement naturel, soulignant l'adaptabilité et la résilience inhérentes aux conditions climatiques difficiles qui ont façonné l'histoire et l'identité de Terre-Neuve et Labrador. Ce climat extrême a un impact si direct et unique sur la vie des Canadiens qu'il a donné lieu à des réalités que beaucoup trouveraient incroyables, dignes d'un film d'horreur, comme des enterrements dans les régions les plus froides. Autrefois, dans les régions arctiques et subarctiques, y compris les mines et les communautés éloignées du Canada, les enterrements hivernaux étaient difficiles, voire impossibles, en raison du sol gelé. En raison du pergélisol, certaines régions du Canada ont rendu les enterrements traditionnels presque impossibles, tandis que d'autres ont dû faire face à des défis encore plus graves.
À Yellowknife, Kuujjuaq et dans certaines régions du Manitoba, les habitants ont été contraints d'entreposer les corps dans des garages ou des sous-sols tout l'hiver en attendant les mois plus chauds lorsque le sol serait suffisamment dégelé pour permettre les enterrements. Ce problème n'est pas propre au Canada. Des difficultés similaires existent en Norvège, où un village interdisait autrefois de mourir, le sol gelé rendant les enterrements impossibles. Au Canada, si ces pratiques étaient autrefois nécessaires, les hôpitaux modernes sont désormais équipés de congélateurs pour conserver les corps, jusqu'à ce que l'enterrement puisse être organisé. Aujourd'hui, la pratique de conserver les corps à domicile pendant l'hiver fait davantage partie de l'histoire du pays que de sa réalité actuelle. Il existe plusieurs types de pergélisol. Un pergélisol continu signifie que le sol reste gelé toute l'année, ce qui explique pourquoi certaines régions sont impossibles à enterrer et où l'on ne trouve aucun cimetière. En revanche, dans les zones à pergélisol discontinu comme Yellowknife, le pergélisol est interrompu par des zones sans pergélisol selon la période de l'année, d'où cette ancienne réalité et légende de conserver les corps dans des garages en attendant l'enterrement. Comme vous pouvez le constater, les paysages vastes et sauvages du Canada le rendent véritablement unique. Cette nature préservée contribue également à ce que le Canada se classe au 3e rang mondial pour la qualité de l'air, devancé seulement par l'Estonie et l'île Maurice. Cela étant dû en grande partie au fait que plus de 31% du territoire canadien est couvert de forêts, ce qui représente plus de 10% de la superficie forestière mondiale. L'immensité du pays se reflète non seulement dans ses étendues sauvages, mais aussi dans ses frontières. Le Canada partage la plus longue frontière internationale au monde avec les États-Unis, s'étendant sur une distance incroyable de 8891 km. Autre record, la rue Yonge, souvent citée comme la plus longue rue du monde, témoignant encore davantage de l'immensité et de l'étendue de la nature du pays. Cette rue, située à Toronto, mesure 56 km de long. Une rue encore plus longue que la piste d'atterrissage la plus étrange et la plus extraordinaire de la planète, une réalité qui vous surprendra sûrement, puisque cette piste a été construite pour permettre aux ovnis d'atterrir. Cette piste est située dans la ville de Saint Paul, en Alberta. Construite en 1967, elle est la première au monde à cet effet. La ville possède un musée où sont exposées des curiosités liées au phénomène ovni. Peu de gens savent si un objet volant non identifié s'est déjà posé sur cette piste au cours de son histoire. Comme vous pouvez l'imaginer, se rendre au Canada par avion est si pratique que même les ovnis pourraient être tentés d'y atterrir. Ce n'est pas surprenant, puisque le Canada se classe au 3e rang mondial pour le nombre d'aéroports, 1467, derrière les États-Unis et le Brésil. Grâce à un réseau aéroportuaire aussi vaste, se rendre au Canada par avion est très simple. Les voyageurs ont simplement besoin d'un passeport valide et, selon leur nationalité, d'un visa touristique ou d'une autorisation de voyage électronique AVIE. Grâce à l'infrastructure aéroportuaire moderne du Canada et à ses nombreuses modes de liaison aérienne, se rendre dans ce vaste pays est plus facile que jamais. En ce qui concerne le coût de la vie, le Canada est légèrement plus cher que certains États américains. Par exemple, le prix d'une tasse de café au Canada est généralement d'environ 2 ou 3 $ américains, soit un prix similaire à celui pratiqué dans des villes américaines comme New York ou Los Angeles. Un dîner dans un restaurant milieu de gamme au Canada peut coûter entre 15 et 30 $ par personne. L'hébergement varie également, mais un hôtel milieu de gamme dans une ville canadienne comme Toronto ou Vancouver peut coûter entre 100 et 150 $ la nuit.